Chers amis de Paix et Guerre, bonjour. Je suis très heureuse de vous retrouver en ce 7 janvier pour une 105e mondoscopie que l'on va consacrer, vous vous en doutez, au Venezuela. J'aurais pu l'appeler l'Empire contre-attaque. En tout cas, la grande question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ce qui vient de se passer à Caracas est un coup de maître en fait de Donald Trump, inscrit dans une stratégie de long terme, ou est-ce que c'est une éruption d'hubris et de vanité blessée par certains échecs? Voilà, donc on va se poser cette question. D'abord, je vais faire une première partie sur l'opération elle-même, une deuxième sur ses implications immédiates, ses conséquences immédiates, si vous voulez, une troisième sur le moyen terme et une quatrième sur, eh bien, justement, voilà, est-ce que c'est de la grande stratégie ou est-ce que c'est juste un coup tenté et réussi jusqu'à présent contre ce régime qui a surtout le tort, ce pays qui a surtout le tort d'être extrêmement riche, beaucoup plus que d'être un acteur majeur du trafic de la drogue. Donc, bon, on peut dire, premièrement, alors d'abord, oui, likez, partagez cette vidéo, soutenez-nous, parce que je vais oublier de le dire dans le feu de l'émission. Mais voilà, je passe tout de suite au vif du sujet. Donc, on peut dire que c'est une opération de régime change assez classique. En fait, c'est un coup. Alors, pour l'instant, on a juste enlevé la tête et on a pris le numéro 2, la vice-présidente. Mais manifestement, Trump a demandé à Rubio, son secrétaire d'État, de prendre en main, enfin de devenir le gouverneur du Venezuela, de prendre le contrôle finalement du Venezuela, de près ou de loin. Je ne sais pas jusqu'à quel niveau de proximité ça va aller, mais enfin c'est clair qu'il y a une offensive assez nette, une volonté présidentielle assez nette d'avoir un contrôle direct et de faire du Venezuela un proxy. On va voir sur quoi, pour qui, contre qui, etc. Donc, opération classique, combinaison de chantage, de corruption en amont, de menaces, bref. Je dirais que le fait que Maduro ait été kidnappé comme il l'a été, c'est ce qu'on appellerait en finance une technicalité, c'est une modalité. On aurait pu aussi bien, probablement, et c'était sans doute un des scénarios, juste l'assassiner, hein, comme d'autres l'ont été. De la même manière, on l'a montré un peu version triomphe romain, c'est tout à fait scandaleux, de manière très humiliante, dans une espèce de van ouvert dans les rues de New York, exhibé comme une prise de guerre, hein, quasiment. En tout cas, ce qui est net, c'est qu'il y a eu des complicités intérieures savamment préparées, y compris militaires. On sait déjà qu'il y avait le commandant de la garde présidentielle qui a été circonvenu, acheté, le directeur des services de renseignement vénézuéliens, ça peut servir, et aussi le ministre de la Défense, Lopez. Il n'y a eu aucune résistance militaire organisée, donc c'est clair, c'est net, si vous voulez. 150 à peu près aéronefs américains de toute nature, un peu de brouillage, mais enfin quand même les défenses aériennes du Venezuela sont certes modestes, mais elles ne sont pas totalement insignifiantes. Elles n'étaient pas totalement insignifiantes, il y avait quand même 2 batteries russes S-300, et surtout il y avait plus de 5000 systèmes de défense aérienne portables. Vous savez, on peut tirer et quand même faire des dégâts, surtout sur des hélicoptères lourds qui sont lents. C'est des cibles lentes, donc ça aurait pu faire des dégâts. Or, il n'y en a eu quasiment aucun. Il y a eu, je crois, un seul dégât sur, je ne sais plus quel type d'aéronef d'ailleurs, pas de perte évidemment américaine. Bref, il y a eu un ordre très clair donné par les autorités militaires vénézuéliennes, ou en tout cas ceux qui avaient été corrompus en amont, de ne rien faire, voilà, de ne pas réagir, de laisser faire la capture.
Euh, Maduro, Nicolas Maduro, lui, changeait d'endroit assez régulièrement. Enfin, la CIA était manifestement au courant de tout. Lui, en revanche, il ne savait pas du tout que son pays était en train d'être attaqué. Et il était dans soi-disant une maison sécurisée, mais enfin, qui n'était pas du tout sécurisée de fait. On a assassiné la trentaine de gardes du corps cubains qui s'occupaient de sa sécurité rapprochée. Ils ont tous été tués. Il a été chopé, il a été attrapé en pyjama. Bon. Et donc, le pouvoir a été transféré à sa vice-présidente, Dulcy Rodriguez, qui était dans le coup, manifestement, qui a coopéré. D'ailleurs, Trump vient d'annoncer un accord avec elle. Je pense qu'elle n'a pas eu trop le choix, au terme duquel entre 30 et 50 millions de barils de pétrole vénézuélien seront rendus, n'est-ce pas, aux États-Unis et vendus au prix du marché, soi-disant au bénéfice, bien sûr, des États-Unis, mais aussi du peuple vénézuélien. Bon. Donc, si vous voulez, c'est une claire trahison. Voilà. Je pense que Dulcy Rodriguez ne va pas avoir d'autre choix que de faire ce qu'on lui dit. Peut-être parmi tous ceux qui ont trahi, y en avait-il qui ont pensé qu'il valait mieux faire ça que de voir leur pays envahi, saccagé, pillé, avec bien sûr toute la violence associée. Enfin, ça rappelle quand même beaucoup ce qui s'est passé en Syrie, où là aussi, il y a eu quand même une coopération, pour dire le moins, des forces armées syriennes avec les services turcs, le Mossad. C'était la même chose, c'est la même chose d'ailleurs en Iran, où là aussi on essaie de déstabiliser le pouvoir iranien. Le Mossad se serait vanté récemment d'avoir menacé au téléphone un général iranien d'assassiner sa femme, sa fille, s'il ne critiquait pas le régime ouvertement. En Libye, c'est un peu la même chose qui avait été faite, notamment à Tripoli. Le commandement de la défense de la ville de Tripoli aussi s'était rendu. En Irak, même chose. Bon, c'est toujours le même manuel, si vous voulez, hein, du régime Change. Et puis, comme en Syrie, l'économie a été patiemment, mais sûrement, comment dirais-je, écroulée, enfin affaiblie, fragilisée par les sanctions pendant des années, avec donc une société de plus en plus épuisée, un soutien au régime forcément mis à mal. Dans le cas du Venezuela, c'est clair que la croyance dans la révolution bolivarienne, si vous voulez, avait été clairement entamée, y compris autour de Maduro. Il faut savoir que les salaires étaient absolument misérables, enfin que le peuple vénézuélien, quels que soient les griefs qu'on peut avoir contre Maduro, sa corruption propre, enfin tout ce qu'on peut lui reprocher à tort ou à raison, si vous voulez. Ce qui est sûr, c'est que les sanctions, c'est fait pour précisément affaiblir le soutien populaire à un régime. Donc c'est une préparation pour une déstabilisation, c'est de la déstabilisation lente. Bon. Le salaire de certains militaires, je crois, était en dessous de 100 $, enfin, sachant qu'il en faut au moins là-bas minimum de 500 par mois pour vivre. Et puis il y avait bien sûr le blocus pétrolier. Donc voilà, donc c'est tombé, si vous voulez, mais c'est tombé de manière assez logique. Alors, les conséquences immédiates. Bon, d'abord, c'est pas la question de la drogue, hein, ceux qui font mine de croire que... je crois que c'était même pas d'ailleurs mis parmi les premiers chefs d'accusation de l'acte d'inculpation de Nicolas Maduro aux États-Unis. C'était même pas ça, c'était, je sais plus, ça concernait le pétrole, enfin, clairement, puisque les États-Unis considèrent qu'on leur a volé leur pétrole vénézuélien. Donc, maintenant, là, je crois qu'ils essaient de raccrocher les wagons avec le narcotrafic. Mais ce n'est pas le sujet, évidemment. Le Venezuela n'est pas attaqué parce que le président Maduro même serait lié à des cartels de la drogue. Ou, son pays ne produit que très peu, je crois, de drogue. C'est essentiellement un pays de transit, c'est vrai, mais voilà, c'est entre Mexico, la Colombie et le Venezuela, dans le domaine de la drogue, c'est quand même assez peu comparable.
Donc, bien sûr, ce sont les richesses pétrolières gigantesques, les premières mondiales prouvées, dit-on, du Venezuela qui sont convoitées, qui étaient convoitées par les Américains. Donc, la reprise de contrôle sur cet énorme puits de pétrole, si vous voulez. Et puis, bien sûr, réserves d'or aussi, très considérables, et d'autres, de mines diverses, et d'autres matières premières importantes. Bon. Alors, conséquences, commençons par la Russie. Évidemment, la mise sous contrôle du pétrole vénézuélien, ça affaiblit la carte énergétique de Poutine face aux États-Unis, carte globale, carte générale. On voit que la Russie, certes, n'est pas venue au secours militairement du Venezuela, elle n'a pas la capacité de projection, elle n'a pas la logistique pour se projeter aussi loin, bien sûr, mais il y a quand même des représailles. Alors, est-ce que c'est des représailles qui s'est passé au Venezuela? Moi, je pense que c'est plutôt des représailles à l'attaque de drones ukrainiens, mais avec soutien occidental, qui a eu lieu dans la nuit du 28 au 29, en visant, en ciblant la résidence de Poutine près de Valdai et le complexe de commandement militaire, notamment nucléaire, qui est situé au-dessous et autour de cette résidence. Je pense que là, les Russes ont quand même fait un certain nombre de représailles, dont personne ne parle naturellement, mais moi je vais vous en parler. Il y a quand même eu 3 frappes de missiles russes sur des usines. Enfin, il y aurait eu, attention, je ne le sais pas de première main, je lis un certain nombre de choses. 3 frappes donc de missiles balistiques et de drones russes sur 3 possessions américaines en Ukraine. La première, c'est une usine d'extraction, de raffinage et de commercialisation, je crois, d'embouteillage d'huile de tournesol qui appartient aux États-Unis dans la région de Dniepropetrovsk. C'est une compagnie qui s'appelle Bunge, qui est de Saint-Louis. Ensuite, en Ukraine centrale, donc ça c'était en Ukraine centrale. En Ukraine occidentale, il y a des drones kamikazes russes et des missiles balistiques qui ont causé des dommages à une autre usine possédée par les Américains, qui s'appelle l'usine Flex et qui produisait des composants électroniques civils. Et puis enfin, il y a eu une frappe dans la région d'Odessa sur un terminal maritime aussi sous contrôle américain, qui s'appelle Olympex. Et là, il était protégé par des batteries patriotes qui n'ont rien pu faire. D'après ce que cette attaque a produit comme explosion, comme fumée, comme nuage, comme champignon, si vous voulez, certains disent que ça aurait pu être aussi un entrepôt d'armement de l'OTAN. Bon. Donc, ça se tend très singulièrement entre les Américains et les Russes. Il est clair d'ailleurs qu'à Washington, là, pour l'instant, les va-t-en-guerre les plus fous contre la Russie, comme le fameux sénateur Graham, mais d'autres aussi, reprennent un peu la main, si vous voulez. Et il faut savoir qu'en ce moment même, le Wall Street Journal vient de dire qu'il y aurait un pétrolier de la flotte fantôme russe qui s'appelait Belawan, qui était poursuivi depuis plusieurs semaines. Il y avait même eu une tentative d'abordage au large des côtes vénézuéliennes par les gardes-côtes américains. Là, maintenant, il est dans l'Atlantique et il est entre l'Islande et le Royaume-Uni, si vous voulez. Et en fait, les Américains ont essayé de le saisir. Et depuis, donc, le bateau a été renommé, il a été nommé Mariner, alors qu'avant il s'appelait Belawan, avec des drapeaux russes, etc. Donc, manière de dire que si vous attaquez ce bateau ou si vous saisissez ce bateau, c'est un bateau russe que vous saisissez, hein, il n'y a pas d'autres pavillons. Donc, c'est la Russie que vous attaquez. Et surtout, il est escorté désormais par un sous-marin russe et par plusieurs vaisseaux russes. Voilà, pour éviter qu'il ne se fasse de nouveau attaquer par les Américains. Donc, ça chauffe. Voilà.
Chers amis de PayGuerre, je profite de cet instant pour vous parler de notre partenaire du jour, NordVPN. Aujourd'hui, on a tous accès à Internet, mais pas toujours au même Internet. Que vous le sachiez ou non, le contenu auquel vous avez accès dépend de votre emplacement géographique. Beaucoup de plateformes et de médias restreignent leur accès selon votre adresse IP. C'est ce qu'on appelle les géorestrictions. Par exemple, vous pouvez vous retrouver bloqué si vous êtes à l'étranger et que vous souhaitez regarder des programmes sur MyCanal ou France TV. En effet, certains pays bloquent l'accès à ces services, tout comme la France bloque par exemple RT France, pour ne pas la nommer, ou d'autres chaînes comme RTBF ou RTL Play. Cela peut être très handicapant, surtout lorsqu'on s'intéresse, comme vous sans doute, aux questions internationales, à la géopolitique et qu'on veut confronter les points de vue. C'est là que NordVPN entre en jeu. Avec NordVPN, vous pouvez changer virtuellement votre emplacement. En un clic, vous adoptez une adresse IP belge, française, américaine ou d'un autre pays. Vous êtes ailleurs virtuellement. Résultat, vous accédez librement à des contenus normalement bloqués dans votre pays, et tout ça de manière sécurisée. Vos données sont chiffrées, votre IP est masquée et votre navigation est 100% confidentielle. Mais ce n'est pas tout. NordVPN intègre aussi une protection contre les sites malveillants, c'est ce qu'ils appellent la protection anti-menace. Si vous tombez sur une fausse boutique, un site douteux ou une arnaque au phishing, NordVPN vous alerte et bloque immédiatement l'accès en temps réel. Et en plus, il bloque aussi les trackers web qui récoltent vos données à votre insu pour vous inonder de publicités ciblées, qui est quand même très désagréable. Si cet outil vous intéresse, vous pouvez rejoindre NordVPN via le lien en description. Vous bénéficierez de 4 mois offerts sur un abonnement de 2 ans, avec bien sûr une garantie de remboursement de 30 jours. NordVPN, c'est un vrai plus pour sécuriser votre navigation et débloquer tout le potentiel de l'Internet international. Vous restez à l'abri de toutes les menaces tout en pouvant mieux vous informer. C'est un formidable outil, en fait, tout en un. Et enfin, évidemment, en vous abonnant à NordVPN, vous savez que vous soutenez PayGuerre et de cela, je vous remercie déjà par avance. Pour être clair, ça chauffe, mais est-ce que tout ça, est-ce que toutes ces pressions, ce qui vient de se passer au Venezuela, les attaques sur le complexe de Poutine à Valdaï, près de Valdaï, est-ce que tout ça va vraiment pousser la Russie à changer son fusil d'épaule sur le dossier ukrainien déjà? Ça, je ne sais pas. En tout cas, pas aux conditions américaines, si vous voulez, parce que c'est ça, sans doute, que croient pouvoir provoquer les États-Unis. Donc c'est une pression sur finalement la Russie puissance pétrolière, la Russie puissance majeure des BRICS, la Russie alliée du Venezuela, de l'Iran et bien sûr de la Chine et de l'Arabie Saoudite à travers l'OPEP+, parce que là aussi il y a une pression claire, indirecte, mais qui est faite aussi sur l'Arabie Saoudite, qui a le tort de s'entendre quand même avec la Russie, de n'avoir pas, depuis quelques années, chaque fois que les Américains, y compris l'administration précédente, lui demandaient d'augmenter la production de pétrole pour faire baisser les prix et gêner la Russie en Ukraine par rapport à ses revenus, ne le faisait pas. Au contraire, il s'entendait avec les Russes pour bien tenir les prix et plutôt limiter les productions. Donc tout ça, ça a beaucoup énervé les Américains, démocrates comme républicains. Donc est-ce que tout ça va pousser la Russie à changer, à bouger son approche du conflit ukrainien et de ce qu'elle doit faire, en fait, par rapport à toutes ces menaces, toutes ces pressions, tout ce harcèlement? Je ne parle même pas de ce que les Européens essaient de faire, c'est-à-dire ils essaient de nouveau d'entraîner, et là on a l'impression qu'ils réussissent. Bon, enfin moi je serais très prudente parce que ça bouge beaucoup à Washington, qui réussissent à réentraîner les Américains au secours des Ukrainiens et surtout des Européens. Bon, je pense surtout que l'une des conséquences de tout ce qui se passe là, et de ce que vient de faire Trump au Venezuela, c'est que montent en Russie les critiques contre Vladimir Poutine, mais pas parce qu'il est trop dur, parce qu'il est trop tendre, entre guillemets, et trop tempérant et trop patient. Et qu'il est surtout trop
ça va choquer plein de gens que je dis ça, mais c'est-à-dire qu'ils cherchent trop à jouer encore la carte d'un accord international, d'une remise en selle du droit international, d'un respect de la légalité internationale. Voilà, ils invoquent sans arrêt la charte de l'ONU, etc., etc., etc. Est-ce que cette approche légaliste, est-ce que cette approche aussi morale, c'est-à-dire où ils continuent d'expliquer pourquoi ils sont obligés de faire ce qu'ils font, pourquoi il se passe ce qu'il se passe, et la manière dont l'Occident et les États-Unis et l'Europe derrière les ont poussés à devoir intervenir en Ukraine, etc. Bon, ça c'est le discours russe, mais c'est un discours qui pour eux a totalement du sens. C'est pas du narratif, si vous voulez, ils y croient, dur comme fer. Et donc, en fait, quand on voit la totale sauvagerie, finalement, le total mépris des Nations Unies, du droit international, je rappelle quand même que, même si depuis 30 ans, maintenant plus, oui, enfin une petite trentaine d'années, on s'assoit, les Américains et nous d'ailleurs aussi, nous asseyons sur le droit international, on ne peut pas intervenir comme ça militairement dans les affaires intérieures d'un autre État sans que l'on ait l'accord du Conseil de sécurité des Nations Unies, sans qu'il y ait le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies invoqué, sans qu'il n'y ait une menace sur la paix et la sécurité internationale qui soit démontrée, etc., etc. Les Américains s'étaient même donné la peine d'essayer de chercher cet accord au Conseil de sécurité en 2003, avant d'envahir l'Irak, avec la fameuse petite fiole de farine, etc., de Colin Powell. Bon, en expliquant qu'il y avait des armes de destruction massive en Irak alors qu'il n'y en avait pas. Donc, si vous voulez, là maintenant, il n'y a même plus, il y a plus de gants, quoi. Ils ont enlevé les gants. Voilà. C'est la jungle. Et donc, forcément, en Russie, on le sait, il y a de plus en plus de critiques, en fait, de l'approche patiente, tempérante et légaliste du pouvoir russe. Et voilà, et on se demande si finalement la Russie n'est pas en train de se mettre en danger, parce que les Américains sont manifestement capables de tout, et pourquoi pas demain d'une frappe de décapitation, ce qui est la crainte première, bien sûr, de la Russie. Donc, à quoi ça sert de mener des négociations? À quoi ça sert de discuter? À quoi ça sert de jouer encore ce jeu? Alors, pourquoi la Russie, et je pense elle va continuer, joue-t-elle ce jeu encore maintenant? Justement, c'est vis-à-vis de ses alliés du Sud global, pour ne pas perdre leur soutien, parce que les États-Unis ont encore une dominance forte militaire, en tout cas dans des opérations de ce type, et sur ce continent-là, évidemment, en Amérique latine. Mais en même temps, on voit bien que sur le dossier ukrainien et les conditions possibles d'un cessez-le-feu, d'un accord de paix, etc., les Russes restent totalement imperméables en fait à ces pressions, et je ne pense pas que ça va changer, surtout tant que les Européens, eux, sont sur des postures jusqu'au boutiste et inconcevables en fait du point de vue des intérêts de sécurité russes. Et donc, en fait, il continue à expliquer qu'il faut traiter les causes profondes du conflit en Ukraine, etc., etc., qu'il faut discuter de dissuasion, d'équilibre stratégique des forces, de sécurité véritable, et pas seulement pour l'Ukraine, pour la Russie aussi. Et bon. Donc, ils vont continuer leurs opérations militaires, et ça se durcit clairement, c'est-à-dire... il n'y a plus de confiance, il n'y a plus de respect, il y a encore moins de respect de la parole donnée, j'imagine. En tout cas, je pense qu'ils ne croient plus à grand-chose des promesses ou des discours européens, évidemment, mais même américains. Et donc, ils ne laissent pas interférer cette espèce de comédie, parce que c'est clair que ça devient une comédie diplomatique, un ballet diplomatique russo-américain qu'ils vont quand même poursuivre pour dire qu'ils sont toujours sur cette phase-là, c'est-à-dire ils veulent trouver un accord, et je pense qu'ils le souhaitent, mais
en fait, ils n'ont plus d'autres loisirs et on les cornérise de plus en plus dans cette nécessité que de poursuivre leurs opérations militaires sur le terrain et de l'emporter de façon véritablement indiscutable et lourde en Ukraine. Ce qui veut dire que Odessa est de plus en plus menacée, que la clôture de la mer Noire n'est plus une hypothèse par la Russie, bien sûr, que Kharkov et même Kiev vont être aussi de plus en plus mis sous pression. Et que finalement, ils se disent que voilà, ils doivent poursuivre les objectifs initiaux de l'opération militaire spéciale parce qu'en fait, ils n'ont pas le choix, que de toute façon, on fait pression sur eux de telle façon, sur tant de fronts, au-delà du front ukrainien lui-même, qu'en fait, si on ne peut pas discuter sérieusement avec des adultes, en fait, il ne reste qu'à démontrer sa force sur le terrain. Bon, donc ça, c'est quand même une mauvaise nouvelle pour l'Ukraine, d'abord pour la paix, n'en parlons pas, mais pour l'Ukraine, pour le peuple ukrainien, pour les soldats ukrainiens. Les Européens viennent de faire un sommet, n'est-ce pas, encore de la coalition des volontaires, où il y avait aussi les négociateurs américains, pour essayer de mettre en place ces fameuses garanties américaines dont les Européens ont évidemment besoin avant de déployer quoi que ce soit sur le théâtre ukrainien. Les Américains auraient dit qu'ils étaient prêts à soutenir l'Ukraine. Alors, est-ce que ça veut dire par des troupes? Moi, je ne le crois pas, mais soutien militaire, sans doute, si jamais, après un cessez-le-feu, la Russie repartait à l'attaque, bon, qu'ils seraient prêts à surveiller ce cessez-le-feu. Voilà. Mais tout ça est encore très flou. Et de toute façon, ils parlent encore de recréer une armée ukrainienne 4 fois plus grosse que celle, ou 2 fois et demi au moins plus grosse que celle d'avant la guerre. Donc ça, voilà, c'est évident que pour la Russie, ça n'est pas recevable en fait. Donc, bon, on est dans une impasse claire, c'est les armes qui vont continuer à parler sur le théâtre ukrainien. Et il faut se demander maintenant jusqu'à quel point la Russie va comprendre qu'elle est peut-être en train de se faire jouer, y compris par Trump, qui n'a pas l'air de bien savoir ce qu'il veut finalement, ou d'être trop fragile, ou trop lui-même sous contrôle de certains. Voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'impassibilité russe l'agace. Il en est même maintenant à dire, comme la CIA essaie de lui faire croire, que les attaques des 91 drones ukrainiens, en fait, visaient la région, n'est-ce pas, de la propriété de Poutine, du complexe de Poutine, mais pas du tout la résidence, alors que les Russes ont quand même remis les données de ciblage et d'orientation, enfin le chemin, le guidage d'un drone, d'un de ces drones ukrainiens à l'attaché de défense, à l'attaché militaire américain à Moscou. Bon, si vous voulez, voilà, c'est du Trump dans le texte. De toute façon, s'agissant du Venezuela, la Russie n'a pas la capacité de se projeter dans l'hémisphère occidental en termes logistiques, quelle que soit l'excellence de ses armées et la puissance de ses armées, et elle le démontre en Ukraine. Et surtout, elle ne veut pas de guerre nucléaire. Donc, elle ne veut pas entrer dans une escalade trop lourde. Enfin, pour finir avec la Russie, ce qui est clair, c'est quand même cette diplomatie économique qui est toujours en cours, notamment sur les questions arctiques, parce que Trump a intérêt. Alors, il fait pression en disant qu'il va attraper le Groenland. À mon avis, il va plutôt chercher à l'acheter ou à faire un accord. Mais il veut évidemment se mettre finalement en position de force, ou en tout cas en position dissuasive, en position de présence forte
face aux Russes et aux Chinois en Arctique pour cette fameuse route du Nord, mais nous allons y venir. Mais ce qui est vrai, c'est que toute cette diplomatie économique qui visait finalement à rétablir le dialogue sur le thème on va faire des accords ensemble, des accords gagnant-gagnant en matière de fournitures énergétiques, de terres rares, de projets économiques, etc., qui était porté par Kirill Dmitriev, est un peu quand même fragilisé par ce que font les Américains. Bon. Alors après, bien sûr, il y a la question de l'Iran. En quoi ce qui se passe au Venezuela constitue un avertissement pour Téhéran ou permet même aux Américains de prendre des positions plus menaçantes vis-à-vis de l'Iran, notamment menacer peut-être à un moment donné de bloquer Hormuz. Bon. Ce qui est sûr, c'est que ce qui se passe en Iran est aussi une tentative de déstabilisation. Mais là, je pense qu'il faut que Trump fasse quand même attention parce que si ni les Chinois, qui pourtant ont fait des accords très importants avec le Venezuela, plus d'une cinquantaine de milliards de dollars de livraison de pétrole, 68 je crois, avec Caracas, donc tout ça est mis en panne très probablement. Mais si pour le Venezuela, les Chinois et les Russes peuvent conclure qu'ils ne vont pas rentrer dans une opposition frontale avec les Américains, l'Iran, je pense que c'est une autre affaire parce que là, c'est la crédibilité globale de l'armature de fond du projet des BRICS qui serait mise en cause. Voilà, si les États-Unis venaient à menacer véritablement l'Iran ou à menacer de le prendre sous leur contrôle. Bon. Pour l'instant, ils n'en sont qu'à expliquer que le fils du chat serait un parfait nouveau chat et que ce régime doit tomber et il y a manifestement, d'ailleurs il ne s'en cache pas, un soutien à des émeutiers qui ne sont pas tout à fait les mêmes que ceux qui protestent contre la cherté de la vie en Iran. Voilà, il y a des bruits sur une éventuelle intervention là au printemps. Je pense qu'Israël, bien sûr, pousse à la roue, mais je pense aussi que quand même, ça risque c'est une autre paire de manches que le Venezuela, l'Iran. Voilà. Ça pourrait être une guerre trop loin pour Trump. Donc il faut faire attention. Enfin, au plan de la vie internationale, le droit international est mort de chez mort, hein, soyons clairs, c'est l'ère du fait accompli. On peut enlever un chef d'État sans problème à la barbe du monde entier, le faire, le montrer comme si c'était une prise de guerre dans les rues de New York. Bon, pourquoi pas demain Zelensky, pourquoi pas demain tous ceux qui se gênent finalement. Bon. Donc c'est quand même des comportements extrêmement brutaux qui n'ont rien à voir, bien sûr, ni avec la morale, ni avec la démocratie. Hein. C'est vraiment l'ère des grands fauves, là, et le retour des empires, mais surtout la volonté de retour de l'empire américain, en l'espèce, hein, peut-être plus que les autres. Et c'est la loi de la jungle, bas les masques, le secrétaire d'État américain lui-même, Marco Rubio, vient de dire « mais je me fiche de ce que pense l'ONU ». Bon, ok, voilà. Alors, maintenant, à moyen terme, on peut se dire que cette guerre finalement mondiale, elle démarre, alors elle ne démarre pas par des affrontements bien sûr directs entre puissances nucléaires, certainement pas, ni même de manière conventionnelle forte entre ces grandes puissances, mais quand même, on a l'impression que Trump a un peu déclaré la guerre à la Chine, à la Russie bien sûr, mais moi je crois qu'il a surtout déclaré la guerre aux BRICS. Parce que s'il y a une chose qui est assez claire, c'est qu'il a beaucoup plus compris et beaucoup plus pris au sérieux, probablement, que son prédécesseur, la montée en puissance des BRICS, la menace sur le dollar, l'attractivité de ce pôle alternatif en formation,
Les développements en termes financiers et monétaires qui sont en cours à travers la Banque des BRICS, à travers les accords qui sont faits entre les pays membres des BRICS pour échanger à ce stade dans leur monnaie nationale. Mais enfin, en perspective de tout ça et à l'horizon, si vous voulez, on peut imaginer que les Chinois, à un moment donné, seraient en position suffisamment puissante pour lancer peut-être une monnaie alternative au dollar suffisamment solide. Bref, c'est... et en fait, Trump, qui s'est planté en Ukraine à ce stade, puisque Poutine ne met pas de genoux en terre, loin de là, qui s'est planté avec la guerre des 12 jours, parce que il a eu beau annoncer un grand succès, etc. Un certain nombre d'analyses disent que c'était loin d'être un grand succès, et les Iraniens eux-mêmes sont maintenant dans une posture beaucoup plus déterminée à réagir de façon plus lourde si une nouvelle offensive était lancée par Israël et par les États-Unis, et ou par les États-Unis. Il y a eu aussi l'échec des Houthis, qui a quand même été très humiliant pour Trump. Tout ça, ça les a rendus fous de rage, mais c'est surtout, comment dirais-je, derrière tout ça, c'est vraiment une lutte très magistrale, en fait, entre l'Empire américain qui n'a pas l'intention de se laisser faire, qui va commencer par reprendre le contrôle sur ce qu'ils appellent l'hémisphère occidental, c'est-à-dire l'Amérique latine. Et évidemment, dans la ligne de mire immédiate, on peut imaginer que Cuba doit être en train d'avoir très très peur parce que, si vous voulez, la Russie et la Chine, bon, elles ont quand même, voilà, elles ont un certain nombre de moyens, un de résistance et deux de représailles. Cuba, c'est un autre problème, si vous voulez. Et puis, alors on va revenir sur Cuba, mais il peut y avoir des conséquences en cascade pour d'autres partenaires des BRICS, et c'est là qu'on voit que Trump a ça en tête, qui peuvent être quand même intimidés par ce qui vient d'être fait au Venezuela. Et ça pourrait peut-être pousser la Chine à revoir sa stratégie de développement. Ça pourrait peut-être aussi, d'ailleurs, ce qui s'est passé au Venezuela, permettre aux Américains d'aller inspecter et comptabiliser toutes les armes de l'ère soviétique et russe qui se trouvent au Venezuela et d'aller les envoyer en Ukraine, étant donné qu'eux-mêmes en ont de moins en moins à envoyer en Ukraine. Voilà, il y a beaucoup de choses qui sont en jeu, si vous voulez. Ce qui est clair, c'est que on attend, enfin Trump a dit ou a fait dire par ses officiels qu'il y avait trois objectifs, enfin trois demandes qui sont en fait trois ordres donnés à la vice-présidente vénézuélienne. Un, c'est casser les flux de la drogue. Deux, c'est virer hors du pays tous les agents iraniens, cubains et tous les réseaux hostiles à Washington, de pays hostiles à Washington. Et deux, arrêter de vendre du pétrole aux adversaires des États-Unis. Donc ça veut dire la Chine, la Russie, l'Iran, voilà, réduire tous les liens économiques avec tous ces adversaires-là des États-Unis, et ne s'entendre qu'avec les États-Unis, exclusivement avec les États-Unis, pour ce qui concerne la production de pétrole et la vente de pétrole, de crude oil, quoi. Bon. Donc, alors, les liens du Venezuela avec l'Iran, si vous voulez, c'est quand même assez flou, à part peut-être dans l'esprit de Benjamin Netanyahou. C'est essentiellement déclaratoire, si vous voulez, c'est une politique anti-américaine, et des déclarations, mais c'est très déclaratif, quoi. Bon. Manifestement, d'après les analystes qu'on peut suivre, il n'y a pas de camp d'entraînement du Hamas au Venezuela. Le Hezbollah, il est plutôt présent à Mexico, comme d'ailleurs ISIS.
Donc là aussi, bon, c'est un peu comme l'Afghanistan et l'Irak, si vous voulez, on se trompe un peu d'endroit. Donc l'Iran n'a pas grand-chose à perdre de la fin des liens avec le Venezuela. Pour Cuba, évidemment, c'est beaucoup plus douloureux, potentiellement douloureux et même fatidique. D'abord parce qu'ils dépendent du pétrole vénézuélien, ça c'est clair. Ensuite, parce que leur économie ne tient qu'à un fil, après toutes ces décennies de sanctions, et qu'elle peut s'écrouler, et qu'elle peut devoir passer sous le joug américain sans même besoin d'un changement de régime, tout simplement parce qu'ils n'auront pas le choix. Ça fait des décennies que Washington en rêve, donc on ne voit pas très bien si le Venezuela continue à subir un blocus, on ne voit pas très bien comment Cuba va pouvoir s'en sortir. Donc là, il pourrait y avoir un fait accompli, et on ne voit pas très bien non plus comment Moscou pourrait protéger Cuba. Même si Moscou peut imaginer qu'il y a encore un accord implicite entre les Américains et les Russes en cette matière, depuis la crise des missiles. Rien n'est moins sûr, à vrai dire, hein. Bon. Donc, quant à la Chine, la Chine, finalement, le pétrole vénézuélien, c'est 4% de ses importations totales, donc c'est pas grand-chose. C'était très important pour le Venezuela, mais évidemment, en termes de part dans les importations de pétrole chinois, c'est 4%. Ils ont une dette pendante, les Vénézuéliens, vis-à-vis des Chinois, de 19 milliards de dollars, donc c'est pas énorme quand on regarde l'économie chinoise. Bon, donc voilà, ça va pas les gêner beaucoup. En revanche, si d'autres partenaires majeurs des BRICS prennent peur, en fait, après ce que vient de faire, un peu comme dans les méthodes mafieuses, si vous voulez, on fait un avertissement, et voilà, il y en a qui prennent peur, il y en a qui changent de comportement, qui sont intimidés, et qui finalement coupent leurs exportations vers la Chine, ou font défaut de leur dette envers elle. Enfin, vous voyez, donc il peut y avoir quand même des conséquences économiques, je dirais, de moyen terme. Voilà, pour les Chinois. Mais la Russie, que pourra-t-elle faire si des armes soviétiques ou russes qui étaient au Venezuela arrivent en Ukraine, sont données à l'Ukraine par les États-Unis à l'occasion de cette prise de contrôle, si vous voulez, du Venezuela? Bon, elle ne va pas faire grand-chose. Elle ne va pas faire grand-chose. Donc si le coup, si vous voulez, si ce qui s'est passé avec Maduro permet un véritable contrôle, une prise de contrôle du Venezuela par les autorités américaines, ou des hommes à eux, ou un Rubio, un gouverneur extérieur, etc., bon, elle laissera faire, mais elle poursuivra sa politique de toute façon. Donc, on arrive aux conséquences de long terme, et qui sont les plus passionnantes, à vrai dire. C'est l'envie et manifestement la détermination des Américains, et c'est pour ça qu'on peut parler de coup de maître. Moi, je ne pense pas que ce soit juste une réaction après les échecs en Iran, ou vis-à-vis des Houthis, ou vis-à-vis de la Russie. Je pense que derrière tout ça, les stratèges américains qui entourent Trump ou qui le conseillent le poussent à débuter probablement de grandes manœuvres. Et la grande manœuvre, bien sûr, c'est la reprise en main de l'hémisphère occidental, comme je vous l'ai dit, mais c'est surtout de reprendre le contrôle des routes maritimes mondiales, en fait. Voilà, pour brider la croissance chinoise. En fait, c'est tout simple. C'est pas de la physique nucléaire, voilà, ils ont compris que les routes maritimes mondiales étaient critiques, donc soit on les contrôle, soit on dissuade les autres de les contrôler et on partage l'accès.
Alors, il y a évidemment la question du canal de Panama, parce que c'est quand même 5% du commerce mondial qui transite par le canal, qui est sous contrôle panaméen depuis, je crois, 1999. C'est quand même 200, en 2024, c'est 210 millions de tonnes de marchandises, près de 3 milliards et demi de droits de péage pour les Panaméens, donc c'est évidemment colossal. Les États-Unis sont les premiers utilisateurs au monde de ce canal, avec 75% du volume de marchandises en provenance ou à destination des USA, mais ils sont suivis par la Chine, qui a quand même 20% de ce volume de marchandises, et le Japon. Bon. Donc c'est très important. Pour un bateau qui navigue entre l'Asie et la côte est américaine, le passage par le canal de Panama, ça fait économiser, ça raccourcit le trajet d'environ 5000 km. Et en plus, Panama a fait d'énormes investissements. Il y a maintenant des écluses énormes, des écluses qui permettent en fait d'accueillir des bateaux énormes. Par rapport aux porte-containers d'avant. Donc, si vous voulez, quand Donald Trump dit « je veux récupérer le canal », c'est pour les Panaméens, c'est quand même très embêtant. C'est près de 10% du budget de l'État, c'est 6% du PIB du pays. Bon. Donc, il a dit évidemment comme d'habitude, parce que c'est aussi un des grands succès de son approche, c'est que c'est imprévisible. Il dit « je peux le prendre militairement, hard way, je peux le prendre soft way, si on fait ce que je demande. » Voilà, donc on ne sait pas vraiment ce qu'il veut faire véritablement. Et donc, il met tout le monde sous tension. Je pense que c'est vraiment sa méthode. Est-ce que c'est une menace sérieuse ou bien est-ce qu'il peut y avoir des accords économiques? Est-ce qu'il peut le racheter? Il y a un projet de loi au Congrès déposé pour le rachat du canal de Panama. Il y en a un autre qui est porté par les démocrates qui propose d'interdire l'allocation de fonds fédéraux pour l'invasion du Canada, du Groenland ou du Panama. Donc, vous voyez, il y a toute une lutte politique interne. Et de ce point de vue-là, d'ailleurs, j'en profite pour dire qu'évidemment, ce que vient de faire Trump au Venezuela, c'est un coup de maître aussi au plan politique interne. C'est une démonstration de puissance, de virilité, d'efficacité, qui, je pense, fait plaisir même aux néoconservateurs les plus purs et durs, mais aussi à la population américaine, probablement. Ils ont l'impression d'avoir un président aux commandes et capable d'agir et de réagir. Donc voilà, ils aiment sentir que... Voilà. Bon. Donc, il y a le canal de Panama, et puis il y a bien sûr, avec le Groenland, cette offensive possible qui, dont les Européens ne reviennent toujours pas, qui permettrait évidemment aux Américains de faire face aux Russes et aux Chinois, en fait, dans la route du Nord. La route du Nord qui, avec la fonte des glaces, et puis de toute façon la Russie est en train de construire, je crois, près de 20 brise-glaces, gigantesque, est en train de devenir une route alternative aussi plus courte, très très intéressante et très importante. Et donc les Américains, s'ils avaient le Groenland, ils feraient face aux Russes et derrière eux aux Chinois. Donc cette affaire de Groenland, c'est pas juste une lubie non plus. Si on regarde une carte, c'est vraiment assez clair, assez net. Donc, tout ça pour dire que ce qui vient de se passer au Venezuela, c'est un coup porté à l'offensive russo-chinoise, mais aussi de l'ensemble des autres pays des BRICS associés pour la dédollarisation de l'économie mondiale. Voilà, pour être clair. Les États-Unis n'ont pas l'intention de laisser le dollar faiblir et devenir moins dirimant, moins central dans le commerce mondial, tout au contraire. La grande question, c'est comment va-t-il faire véritablement avec la Chine et comment la Chine va
revoir ou peut-être au contraire durcir ses positions. Il faut savoir qu'il y a une visite d'État prévue de Trump en Chine au mois d'avril. Je pense que ça va être un moment extrêmement important. Ça va être très intéressant de voir ce qui va se passer en amont, parce qu'en fait, soit ils arrivent, puisque ce sont quand même deux économies extrêmement interdépendantes, et donc ils peuvent faire pression vraiment l'une sur l'autre de manière différente, mais voilà, il y a Taïwan, il y a tout un tas de choses qui sont faites contre la Chine. Et puis du côté chinois, bon, qui a besoin certes des marchés américains, mais il y a aussi le rachat des bons du Trésor américain, il y a les réserves d'or, il y a l'accord avec la Russie, etc., etc. Et il y a bien sûr la construction des BRICS. Donc, cette visite d'État d'avril, elle va être centrale, elle va être critique. Et bien sûr, nous serons là pour la commenter. Parce que soit ils arrivent à s'entendre, et là ce serait une très mauvaise nouvelle, évidemment pour qui? Pour la Russie, je pense. Soit les choses vont prendre une tournure plus froide et plus hostile. Ça ne veut pas dire que ce sera la guerre, bien sûr. Ce sont deux puissances nucléaires majeures, donc ce n'est pas concevable de se faire la guerre directement. Mais ça veut dire que les foyers de déstabilisation, l'intronisation de nouveaux proxys, le renforcement d'autres, etc., etc., et le renforcement de cette politique des sphères d'influence connaîtra une montée en puissance importante. Et évidemment, face à ça, personnellement, je ne suis pas comme nos politiques nationaux qui décidément ont sinon aucune mémoire historique, du moins, et aucune connaissance, aucune compétence, du moins la mémoire très courte, au mieux. Je ne pense pas que les Nations Unies soient totalement inutiles. Je ne pense pas que le droit international ne vaille pas la peine d'être défendu. Je ne pense pas que la Charte des Nations Unies ne serve à rien. Je ne pense pas qu'il faille une jungle mondiale sans entrave, parce que je rappelle que certes nous sommes une puissance non négligeable, mais enfin à côté des grands fauves là qui sont en train de se regarder en chien de faïence et de moins en moins en chien de faïence, nous ne sommes quand même pas, en dépit de nos atouts résiduels importants, un acteur complètement invulnérable, on va le dire comme ça. Donc, je pense que nous avons tout intérêt à rester en défense du droit international, qui n'a rien à voir avec le droit basé sur des règles. Le droit basé sur des règles, encore une fois, ce n'est pas le droit international, c'est le droit de l'Occident post-guerre froide qui s'est imaginé qu'il pouvait faire la loi sur la planète. C'est autre chose. Voilà, c'est ce contre quoi se battent tous les autres. Bon. Écoutez, je vous laisse là-dessus, nous en reparlerons de toute façon, il va y avoir plein de développements, ça va être totalement passionnant, c'est comme d'habitude, la géopolitique, c'est tragique, mais c'est passionnant. Je vous souhaite une bonne soirée, je vous remercie de votre attention, j'ai probablement été encore une fois beaucoup trop longue, j'espère que les cartes que nous mettrons en appui de cette mondoscopie vous intéresseront, et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition. Voilà. À très bientôt, chers amis, et n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner, de faire connaître la chaîne, de nous soutenir, enfin, de faire tout ce que vous pouvez pour Paix et Guerre, qui est là pour vous. Merci et bonne soirée. Au revoir.